Radio Classique, l'édito politique avec Le Figaro. Et donc ce matin encore avec Guillaume Tabar, que je salue. Guillaume, bonjour. Bonjour Bernard. Ce vendredi, ce matin précisément, Emmanuel Macron célèbre au Panthéon le 150e anniversaire de la proclamation de la République française. Est-ce que, selon vous, il va tenir le grand discours régalien évoqué depuis maintenant de longs mois? Alors écoutez, ce sera en tout cas un discours court, 15 minutes. Je dis ça un peu comme un clin d'œil, car on le sait, en général, Emmanuel Macron fait long, court parce qu'il veut être percutant, c'est du moins ce qui est promis. Alors attention, ce ne sera pas uniquement un discours sur la sécurité, mais bien sur la République. C'est plus large, car le mal aujourd'hui est plus profond que la simple question de la violence. On le voit bien, hein, le procès des attentats islamistes de 2015 vient de commencer. On est dans une période où on déboulonne les statuts, même de personnalités qui ont défendu les plus belles valeurs de la République, comme Victor Hugo ou le général de Gaulle. On est dans une société qui est devenue un archipel, comme le dit Jérôme Fourquet, qui est frappée par le séparatisme, ça c'est le mot d'Emmanuel Macron lui-même, défié par le communautarisme. Il y a aussi évidemment une crise de l'autorité et une crise de crédibilité de toute parole publique, qu'elle soit politique, scientifique ou autre. Bref, vous voyez bien qu'on n'a pas uniquement des problèmes à régler, ce sont les fondations même de la République qu'il faut réparer. Alors j'ai regardé par curiosité ce qui s'était passé pour le centenaire du 4 septembre 1870. À l'époque, c'était le Premier ministre Jacques Chaban-Delmas qui avait fait le discours, et il s'était contenté de dire, en gros, eh bien, la 5e République, c'est mieux que la 3e ou la 4e, parce qu'en fait, à l'époque, l'idée même de République allait de soi. Eh bien, aujourd'hui, elle ne va plus de soi. D'une certaine manière, la République est en danger, d'où l'importance de ce discours dans 2 heures maintenant. Le discours donc dans 2 heures, mais vous savez sans doute déjà ce que M. Macron va dire. Alors, je ne l'ai ni écrit, ni même lu, mais je sais qu'il y a 3 thèmes qui sont chers au président. Le premier, c'est de définir la République comme une promesse d'émancipation, comme le cadre qui garantit la promotion individuelle. D'ailleurs, pour le symbole, 5 nouveaux citoyens vont recevoir la nationalité française ce matin, en écho à la figure de Gambetta, celui qui proclama la République le 4 septembre 1870, et qui lui aussi avait été naturalisé alors qu'il avait 21 ans. Le second thème, c'est l'unité et la continuité du récit national, et pas uniquement sur les 150 ans des 3 dernières républiques. On parle dans beaucoup de domaines, vous savez, d'inclusion. Eh bien, pour Macron, c'est l'histoire de France prise comme un bloc qui est inclusive. Il devrait dire faire allusion à l'ordonnance de Villers-Cotterêts sous François Ier ou encore à l'édit de Nantes sous Henri IV. Et lui qui avait déjà dit en France on ne déboulonne pas les statuts, eh bien va donc prendre le contre-pied de cette tendance folle qui consiste à juger l'histoire avec des lunettes biaisées et idéologiées. Enfin, 3e thème, pas de république sans autorité, pas de droit sans devoir. Et là, il va peut-être lever un coin du voile sur ce qui sera ce projet de loi sur le séparatisme, qui sera présenté dans à peu près 1 mois maintenant par Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Projet de loi notamment dont on dit qu'il pourrait comporter une sorte de charte des valeurs de la République que toute association qui se voudrait voir attribuer des subventions par l'État serait obligée de signer. Merci beaucoup Guillaume Tabar du Figaro, chaque matin sur Radio Classique, y compris le vendredi. Je vous souhaite un très bon week-end. Merci Guillaume, à vous aussi Bernard. Et vous serez là bien sûr lundi à l'antenne. Il est 8h16 exactement, c'est l'heure de l'invité politique. Radio Classique, l'invité de Bernard Poirette avec Le Figaro. L'invité est Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie. Madame Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour Bernard Poirette. Merci d'être en studio avec nous. Madame Pannier-Runacher, les mauvais esprits disent, bon, 100 milliards, c'est bien, mais en fait, c'est pas 100 milliards. Parce que il y a déjà une partie, ce sont des impôts qu'on va pas percevoir. Donc c'est pas de l'argent, c'est de l'argent qui fait défaut par perception. Il y en a d'autres, ça a déjà été annoncé il y a plusieurs semaines, etc., etc. Stricto sensu, il y a combien de dizaines de vrais milliards nouveaux qui ont été annoncés par Monsieur Castex? Je crois que les entreprises ne s'y trompent pas, et les salariés non plus, et tous les indépendants. C'est bien 100 milliards de bon argent qui va permettre de soutenir notre économie. Pourquoi ces 100 milliards de bon argent? Parce que même si les mesures ont été annoncées ou même votées cet été, ce qui est important aujourd'hui, c'est de mobiliser l'argent. Moi, je dispose, par exemple, pour l'industrie, d'une enveloppe de 500 millions d'euros pour l'année 2020. Cette enveloppe n'est pas encore dépensée. Non. Et donc, c'est bien cet argent qui va venir accompagner la relance de notre économie, permettre de sauver des emplois et permettre de relancer la machine économique qui est
touchés par une crise sanitaire, ce qui est inédit. C'est une crise sanitaire, ce n'est pas une crise des fondamentaux économiques de notre modèle économique. Et donc le sujet, c'est de remettre du carburant pour relancer la machine. Madame Pannier-Runacher, autre polémique, outre le fait, c'est pas vraiment 100 milliards, etc., à laquelle vous avez répondu, les syndicats, et à peu près tous les syndicats, y compris ceux avec qui vous travaillez en bonne entente, comme la CFDT, disent, écoutez, nous on veut bien aider les entreprises, mais il n'y a aucune contrepartie aux aides de l'État. Il n'y a rien. Simplement, M. Castex leur demande s'ils veulent bien essayer d'embaucher. C'est tout. Mais il n'y a aucune contrepartie. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que précisément dans l'industrie, vous avez un texte de l'UAMM qui est co-signé par plusieurs centrales syndicales et qui dit « Nous soutenons la baisse des impôts de production et nous estimons qu'il doit y avoir un dialogue social transparent, nourri, mais qui ne parle pas de conditionnalité automatique. » Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, cette baisse des impôts, elle correspond à une baisse des impôts qui ne porte que sur les entreprises qui produisent en France. On ne paye pas d'impôts de production quand on délocalise. Les projets que nous soutenons, qui sont des projets d'investissement, de recherche et développement ou des projets de transformation des sites industriels, la contrepartie, c'est les investissements. C'est les investissements qui sont faits sur des sites français, ça n'est pas fait ailleurs. Et lorsqu'on soutient par exemple un dispositif d'activité partielle de longue durée des salariés, c'est Monsieur Dupont que nous soutenons, c'est pas l'entreprise Tartampion. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours une conditionnalité. Là où il va falloir être vigilant, c'est que les entreprises elles-mêmes s'engagent avec vigueur dans cette transformation et notamment qu'elles soient attentives et solidaires dans leur filière. Je vous donne un exemple. Une entreprise qu'on accompagne dans l'aéronautique, par exemple, dans sa transformation et qui ne paye pas en temps et en heure ses fournisseurs, ce n'est pas OK pour nous. Et donc, nous mettrons en place aussi des suivis de façon à assurer dans chaque filière, et moi j'ai 18 filières stratégiques industrielles, que ces bons comportements soient mis en œuvre. Mais vous, ministre de l'Industrie, vous n'exigez pas d'une entreprise en échange d'une aide, par exemple la garantie de l'État pour un prêt bancaire, vous n'exigez pas qu'il y ait un certain nombre d'embauches, par exemple, puisque l'obsession du gouvernement actuellement, c'est le raz-de-marée des chômeurs qui va arriver, là bientôt, probablement. Parce que vous n'exigez pas ça. De l'autre côté, c'est-à-dire que lorsqu'on met en place un prêt garanti par l'État, ce que l'on fait, c'est qu'on sauve, on sécurise une entreprise, donc on sauve et on sécurise les emplois derrière. On a disserté, par exemple, sur la situation de Renault. Renault, c'est un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros. Mais cet argent va être remboursé. C'est pas un don, c'est pas un cadeau. C'est à un moment où on sort la tête de l'eau de Renault pour qu'elle passe ce cap. Et effectivement, il y a une autre réalité qui est que son marché s'est fracturé et qu'elle perd des commandes et qu'elle doit rattraper. Donc, le secteur automobile est en train de rattraper, l'argent va être remboursé. Il y a un plan social chez Renault que nous regardons très attentivement, justement, et nous travaillons à ce qu'il n'y ait pas de fermeture de site. Et nous travaillons à ce que Renault se projette dans l'avenir et utilise au maximum les dispositifs pour limiter l'impact social du plan. Mais la réalité de lorsque vous n'avez plus de chiffre d'affaires, plus de carnet de commandes, c'est quelque chose dont nous devons tenir compte dans le suivi des entreprises, et c'est comme ça que nous avançons. Madame Pannier-Runacher, certes il y a Renault, certes il y a Airbus, certes il y a Air France, tout cela ils ont le feu là parce que toute leur activité s'est effondrée. Il y en a d'autres dont on parle moins parce que ça fait moins d'emplois, mais je pense par exemple au trafic transmanche, Brittany Ferries par exemple. Terminé, plus rien, parce qu'à cause du Brexit et des conditions sanitaires, ils n'ont plus aucune liaison. Ils ont des centaines de gars qui sont en chômage technique. Vous ne pourrez pas aider tout le monde. Mais vous prenez un exemple qui est excellent, parce que précisément, Brittany Ferries, on va les aider. La situation auquel ils font face n'est pas une situation de mauvaise gestion de leur part. Non, pas du tout. C'est une situation conjoncturelle. Leur carnet de commandes s'effondre pour des raisons qui sont totalement indépendantes de leur action. Et donc, nous devons les accompagner, parce que les savoir-faire, leur activité, elle est essentielle. Et demain matin, s'ils ne sont plus là, quand ça redémarrera, on aura besoin de cette activité. Et c'est pour ça que cette action de l'État, elle est justifiée. Et Bruno Le Maire l'a dit de manière très nette encore hier. Brittany Ferries
Nous serons à leur côté. Nous avons déjà accordé un prêt garanti par l'État de 117 millions d'euros. Nous effaçons 8 millions d'euros de cotisations sociales et nous continuons à les associer. Le CIRI interviendra très prochainement auprès d'eux. Qu'est-ce que c'est, Madame Pannier-Runacher, ce fonds de soutien aux investissements industriels dans les territoires? Ça semble être un petit peu une novlangue, mais enfin ça veut dire quelque chose, il y a quand même beaucoup d'argent à la clé. Et en plus, l'enveloppe va être presque triplée d'un an à l'autre, c'est ça? Tout à fait. Moi, je peux vous annoncer aujourd'hui que nous allons accélérer avec 150 millions d'euros à la clé d'ici la fin de l'année, une enveloppe de 400 millions d'euros. Oui. L'investissement dans les territoires, c'est pas de la novlangue, c'est des choses très concrètes. Nous avons il y a 2 ans mis en place un dispositif qui s'appelle Territoire d'industrie. Territoire d'industrie, 148 territoires qui ne sont pas dans les grandes agglomérations, qui concentrent les richesses, qui sont plutôt dans des territoires périphériques ou ruraux, où on fabrique de l'aéronautique, de l'automobile, de la mécanique de précision, de l'électronique. Dans ces territoires, nous avons mis autour de la table les entreprises, les élus locaux, la région et les services de l'État et ses opérateurs. Oui. Et nous avons fait monter des projets qui vont permettre d'attirer de nouvelles entreprises, de remettre sur pied des friches industrielles, d'installer de nouvelles productions. Et nous avions 1500 projets qui se mettaient progressivement en place. Ce que nous avons décidé de faire avec Jacqueline Gouraud, c'est d'accélérer ces projets. Dans les 1500 projets, il y en a peut-être 200 qui sont quasi mûrs. On va prendre ces projets, on va les passer au tamis avec les présidents de région et les élus locaux. On va regarder ce qu'on peut lancer d'ici la fin de l'année et on va les accélérer et les financer pour avoir plus de production sur les territoires. C'est très concret. Ça va être ici dans l'Aube l'extension d'une usine textile. Là, le changement d'une chaudière pour faire la transition carbonée. Donc, une centaine de projets qui vont être accompagnés dans les prochaines semaines. Encore une question, Madame Pannier-Runacher. Le masque est obligatoire en entreprise depuis le 1er septembre. C'est d'ailleurs très respecté ici à Radio Classique. Pas en studio parce qu'il y a un problème pour les micros, etc. Mais en dehors du studio, tout le monde le porte. Vous avez des retours de terrain? Apparemment, tout le monde s'y plie, bon gré, mal gré, ou pas? Alors, dans l'industrie, c'est quelque chose qu'on avait anticipé. D'abord parce que l'industrie ne s'est jamais arrêtée. Elle a continué à travailler, elle n'a pas été confinée comme les commerçants, etc. Deuxièmement, dans l'industrie, vous avez une culture de la sécurité. Exact. Donc on porte déjà des équipements de protection. D'ailleurs, des gens portaient déjà le FFP2 avant même que le Covid soit connu. Donc c'est beaucoup plus facile dans ces environnements-là que dans des environnements où le port du masque n'a jamais été... Dans le tertiaire, en l'occurrence. Voilà. Alors dans les bureaux, évidemment, dans les équipes de recherche et développement, où on est plus dans des open space et c'est un peu moins naturel, mais dans le monde industriel, il est plutôt très bien toléré parce que ça fait partie des fondamentaux de ce métier. Merci beaucoup Agnès Pannier-Runacher, ministre de l'Industrie, donc au micro de Radio Classique ce vendredi. Je vous souhaite un bon week-end, Madame Pannier-Runacher, et une bonne reprise pour ce début de rentrée. La note américaine de Laurent Saïm dans un instant, juste après 8h26. Dans un court instant, nouvelle affaire absolument dramatique de violence policière aux États-Unis. 7 policiers de Rochester, dans l'État de New York, sont suspendus pour une affaire qui remonte au mois de mars, mais dont on n'a eu connaissance que tout récemment.